Bonsoir, mes chers apprentis sorciers. Installez-vous confortablement. Remontez votre couverture, laissez votre baguette sur la table de chevet et fermez les yeux. Ce soir, je vous emmène dans les recoins interdits de l'histoire magique, là où l'encre s'efface et où les souvenirs deviennent des légendes. Chapitre 1. L'ombre et la pierre. Approchez-vous. Plus près encore. Laissez derrière vous le bruit incessant du grand escalier, les bavardages des portraits et le crépitement des baguettes magiques dans les salles de classe. Oubliez, pour un instant, les exploits de Godric Gryffondor ou la sagesse de Rowena Serdaigle. Ce soir, nous ne parlerons pas de ceux dont les noms sont gravés en lettres d'or sur les trophées ou dans les livres d'histoire de la magie. Ce soir, nous allons écouter le silence, car c'est dans le silence que réside la véritable âme de Poudlard. Imaginez le château au cœur de la nuit. Les élèves dorment dans leurs dortoirs, les professeurs sont retirés dans leurs appartements. Pourtant, le château ne dort jamais vraiment. Si vous posiez votre oreille contre la pierre froide des donjons ou les boiseries anciennes de la bibliothèque, vous sentiriez une vibration, un pouls. Ce n'est pas simplement la magie résiduelle des sorciers qui imprègne les murs depuis 1000 ans. Non, c'est une magie plus ancienne, plus terrienne, une magie qui ne nécessite ni baguette, ni incantation latine. C'est la magie de ce que l'on ne voit pas. Pendant des siècles, le monde des sorciers a accepté une vérité commode, une illusion rassurante. Les elfes de maison sont des serviteurs, des créatures humbles, obsédées par le travail, dont l'unique but dans l'existence est de récurer les chaudrons, de préparer les banquets et d'alimenter les feux de cheminée. Nous les voyons, quand nous daignons les voir, comme les rouages invisibles d'une machine bien huilée, des accessoires vivants de notre confort. Mais cette perception n'est pas seulement réductrice, elle est dangereusement fausse. Elle masque une réalité bien plus profonde, tissée dans les fondations mêmes de notre monde, une réalité que l'histoire officielle a soigneusement effacée, couche après couche, siècle après siècle. Et si je vous disais que Poudlard ne tient pas debout grâce au sortilège des fondateurs ? Et si je vous disais que sans les elfes de maison, la tour d'astronomie se serait effondrée il y a bien longtemps, que le lac noir aurait englouti les fondations et que la magie sauvage de l'Écosse aurait repris ses droits sur le château? Pour comprendre cela, il faut remonter bien avant la création du ministère de la magie, avant même que les 4 fondateurs ne posent la première pierre. Il faut comprendre la nature même de la magie elfique, contrairement à la magie des sorciers, qui est souvent une imposition de la volonté sur la réalité, une étincelle projetée vers l'extérieur pour changer le monde. La magie des elfes est une magie de liaison. C'est une magie de cohésion. Elle ne brise pas, elle tient ensemble. Elle ne domine pas, elle soutient. Dans les anciens textes, ceux que l'on ne trouve que dans la réserve de la bibliothèque, et encore sous des couvertures faussement ennuyeuses traitant de l'entretien des tapisseries, il est fait mention d'un terme archaïque, pustolapidum, les gardiens des pierres. Ce n'était pas un titre honorifique pour un sorcier, mais la désignation originale de ce que nous appelons aujourd'hui, avec une condescendance tragique, les elfes de maison. L'histoire que l'on raconte aux enfants est simple. Helga Poufsouffle, dans sa grande bonté, a offert refuge aux elfes pour les protéger d'un monde cruel, leur donnant travail et sécurité dans les cuisines de Poudlard. C'est une belle histoire. Elle flatte notre ego de sorcier. Elle nous place dans le rôle du bienfaiteur magnanime. Mais la vérité est bien plus pragmatique et bien plus sombre. Lorsque Poudlard fut imaginé, le site choisi était un lieu de convergence de lignes telluriques puissantes, une source de magie brute et instable. Les sorciers, même les plus grands comme Serpentard ou Gryffondor, avaient du mal à stabiliser des structures aussi massives sur un terrain aussi chargé énergétiquement. Les murs tremblaient, les tours se fissuraient dès qu'elles s'élevaient, rejetées par la terre elle-même. La magie des sorciers était trop volatile, trop agressive pour s'ancrer durablement dans ce sol sauvage. C'est là que l'histoire a été réécrite. On ne nous dit pas que les fondateurs ont fait appel à une aide extérieure. On ne nous dit pas qu'ils ont dû négocier. Les premières chroniques, celles écrites sur des rouleaux de peau de dragon aujourd'hui réduits en poussière, parlaient d'un pacte. Non pas un pacte de servitude, mais un pacte de symbiose. Les elfes possédaient ce qui manquait aux sorciers, une connexion intrinsèque avec la matière. Ils pouvaient parler à la pierre, apaiser le bois, tisser la magie dans le mortier même du château. Ils n'ont pas été engagés pour faire la cuisine.
Ils ont été appelés pour être le ciment vivant de Poudlard. Imaginez un instant cette scène, perdue dans les brumes du temps. 4 sorciers puissants, au sommet de leur art, réalisant qu'ils ne peuvent pas bâtir leurs rêves seuls. Et face à eux, des créatures de petite taille, aux grands yeux remplis d'une sagesse antique, acceptant de lier leur force vitale à celle du château. Ce fut le premier sacrifice, le sacrifice originel, car lier sa magie à un lieu a un prix. Cela signifie que l'on ne peut plus jamais vraiment le quitter. Cela signifie que la santé du lieu devient votre santé, que ses blessures deviennent vos cicatrices. Au fil des siècles, alors que les sorciers s'enfermaient dans leur tour d'ivoire, étudiant des sortilèges de plus en plus complexes et abstraits, ils ont commencé à oublier. Ils ont oublié que si les escaliers n'aimaient changer de place que de temps en temps, et non s'effondrer sous leurs pieds, c'était grâce à la vigilance constante des elfes qui, dans l'ombre, réparaient les trames magiques. Ils ont oublié que si les protections du château repoussaient les créatures des ténèbres, ce n'était pas seulement grâce aux gargouilles de pierre, mais grâce à la volonté féroce de centaines de petits gardiens patrouillant dans les passages secrets que même les maraudeurs ne découvriraient jamais. Le glissement sémantique de gardien à serviteur ne s'est pas fait en un jour. Ce fut une érosion lente, une dévaluation progressive. À mesure que les sorciers se sentaient plus puissants, plus maîtres de leur environnement, ils ont cessé de voir les elfes comme des partenaires essentiels pour les voir comme des commodités. Et les elfes, liés par leur nature et par le pacte originel à servir le château et ses habitants, n'ont pas protesté. C'est là leur tragédie et aussi leur grandeur. Leur magie est faite d'abnégation. Pour qu'un sortilège de protection elfique fonctionne à son plein potentiel, l'elfe doit s'effacer derrière son œuvre. Pour être le pilier parfait, il doit être invisible. Leur invisibilité est devenue leur armure, mais aussi leur prison. Nous avons tous en tête l'image de Dobby, l'elfe libre, ou de Kritor, le serviteur aigri. Mais ces exemples sont les exceptions, les symptômes d'un système brisé par des siècles d'oubli. La grande majorité des elfes de Poudlard ne cherchent ni la liberté au sens humain, ni la rébellion. Ils cherchent l'accomplissement de leur devoir sacré, maintenir Poudlard debout. Mais à quel prix ? Il existe des archives, non pas dans les bureaux de l'administration, mais gravées dans la mémoire collective des elfes eux-mêmes, une tradition orale transmise de génération en génération dans la chaleur des cuisines souterraines qui parlent des nuits de cendres. Des nuits où le château fut assiégé, non pas par des armées humaines, mais par des fléaux magiques, des pestes éthérées ou des malédictions lancées par des sorciers noirs oubliés de l'histoire. Lors de ces nuits, alors que les élèves dormaient, protégés par ce qu'ils croyaient être les murs impénétrables de l'école, les elfes menaient des batailles silencieuses. Ils absorbaient les malédictions dans leur propre corps pour qu'elles n'atteignent pas la pierre. Ils formaient des chaînes vivantes dans les fondations pour empêcher la terre de s'ouvrir. Combien sont morts sans qu'un seul sorcier ne s'en aperçoive ? Combien de petits corps ont été rendus à la terre dans les profondeurs de la forêt interdite, sans stèle, sans nom, honorés seulement par leurs frères et sœurs ? C'est cette histoire que nous allons déterrer ensemble. Nous allons gratter le vernis de la légende dorée des sorciers pour révéler le bois brut et noueux qui se trouve dessous. Nous allons explorer les corridors oubliés de l'histoire, là où les petites empreintes de pas ont été effacées par la poussière du temps. Ce que vous allez découvrir risque de vous mettre mal à l'aise. Il est difficile d'admettre que notre sécurité, notre éducation, notre merveilleux monde magique repose sur les épaules frêles de ceux que nous avons appris à ignorer. Mais il est temps de rendre justice. Il est temps de comprendre que Poudlard n'est pas seulement une école de sorcellerie. C'est un monument à la collaboration oubliée, un sanctuaire maintenu en vie par le souffle constant et laborieux de ses gardiens cachés. Alors, ouvrez grand vos oreilles et votre esprit. Oubliez l'image de l'elfe tremblant devant son maître en attendant une chaussette. Pensez plutôt à l'Atlas de la mythologie, portant le monde sur ses épaules. Sauf qu'ici, Atlas ne mesure pas plus d'1 mètre de haut, porte une tête d'oreiller en guise de tunique et possède une puissance que vous n'avez jamais soupçonnée. Bienvenue dans l'histoire véritable de Poudlard. Bienvenue dans l'ère des gardiens oubliés. Chapitre 2. Les échos de l'ancien monde. Revenons en arrière. Loin en arrière. Fermez les yeux et laissez votre esprit traverser les brumes du Xe siècle. Oubliez le Poudlard que vous connaissez, ce colosse majestueux aux 1000 fenêtres illuminées. Imaginez plutôt une colline venteuse des Highlands écossais, battue par des pluies glaciales et imprégnée d'une magie sauvage, indomptable.
C'est ici, sur ce terrain hostile, que 4 sorciers visionnaires ont décidé de bâtir leur utopie. Les livres d'histoire racontent que Poudlard fut construit par la magie. Une phrase simple, élégante et terriblement incomplète. Par la magie. Comme s'il suffisait d'agiter une baguette pour que des tonnes de granit s'arrachent à la montagne et s'assemblent en donjons complexes et en flèches vertigineuses. La réalité de la construction de Poudlard fut un chaos de volonté et de résistance. La terre elle-même rejetait l'intrusion. Les premiers murs s'effondraient le lendemain de leur érection. Les fondations glissaient vers le lac, comme si l'eau cherchait à les avaler. La magie des fondateurs, aussi puissante fût-elle, se heurtait à la volonté du vieux. C'est à cet instant précis, au bord de l'échec, que l'histoire a basculé dans l'ombre. Les fondateurs ne trouvèrent pas la solution dans un grimoire poussiéreux. Ils la trouvèrent dans les forêts environnantes. Les peuples elfiques vivaient là bien avant l'arrivée des sorciers. Ils n'étaient pas les serviteurs courbés que nous connaissons. Ils étaient les esprits du vieux, les artisans de la matière brute. Godric Gryffondor, guerrier pragmatique, voulait les chasser. Salazar Serpentard, méfiant envers tout ce qui n'était pas humain, voulait les asservir par la force. Rowan Serdaigle, curieuse, voulait les étudier. Mais ce fut Helga Poufsouffle qui comprit. Elle vit que les elfes ne lançaient pas de sorts, ils étaient le sort. Elle comprit que pour que le château tienne debout, il ne fallait pas contraindre la pierre, mais la persuader. Et seuls les elfes parlaient la langue de la pierre. Ce chapitre de notre histoire s'intéresse à cette ère dorée et oubliée, l'ère de la collaboration. Prenons l'un des mystères les plus célèbres de Poudlard, les grands escaliers. Vous savez, ces 142 escaliers qui n'en font qu'à leur tête, changeant de direction le vendredi ou menant à un palier vide quand on est en retard pour le cours de métamorphose. On attribue souvent leur conception au génie architectural de Rowan Serdaigle. On dit qu'elle a enchanté les marches pour tester l'intelligence et l'adaptabilité des élèves. C'est une demi-vérité. Rowan a dessiné les plans, oui. Elle a tracé les vecteurs magiques. Mais la vie des escaliers, c'est l'œuvre des elfes. La pierre utilisée pour le grand escalier provenait d'une veine de roche particulièrement capricieuse, chargée d'une énergie cinétique naturelle. Aucun sorcier ne parvenait à la fixer. Ce sont les ancêtres des elfes de maison actuels qui ont chanté la pierre pour l'apaiser. Ils n'ont pas supprimé la nature changeante de la roche, car la magie elfique respecte la nature des choses, ils l'ont canalisée. Si les escaliers bougent, ce n'est pas par un mécanisme d'horlogerie magique complexe géré par un sortilège éternel. C'est parce que la pierre est vivante et qu'elle est maintenue dans un état de transe semi-consciente par l'entretien constant des elfes. Chaque nuit, lorsque le château d'or des elfes parcourt les marches, effleurant les rampes de leurs longs doigts, murmurant des apaisements à la structure. Sans eux, les escaliers ne changeraient pas simplement de direction, ils se disloqueraient, reprenant leur forme brute de rocher pour rouler jusqu'au bas de la tour. Les elfes sont les gardiens de cette cohésion. Ils sont les dompteurs d'une architecture qui rêve de redevenir montagne. Explorons un autre secret, plus profond encore, la salle sur demande. C'est l'endroit le plus énigmatique du château. Une pièce qui n'existe que lorsqu'on en a vraiment besoin et qui fournit exactement ce que l'on cherche. Les sorciers y voient le summum de la magie d'enchantement. Mais réfléchissez à la nature de cette magie. Une pièce qui anticipe les besoins, une pièce qui sert sans poser de questions. Une pièce qui reste invisible jusqu'à ce qu'on la sollicite. Cela ne vous rappelle rien. La salle sur demande n'est pas une création de sorciers. C'est une poche de magie elfique pure cristallisée au cœur du château. C'est l'essence même de la psychaccent aigu elfique rendue architecturale. Il est fort probable que cette salle fut, à l'origine, l'espace de repos ou de refuge des premiers bâtisseurs elfes, un lieu qui répondait à leur magie innée de service et d'adaptation. Les sorciers ont fini par découvrir cette salle, se l'appropriant comme ils se sont appropriés le reste, mais la signature magique est indéniable. C'est un espace qui sert. C'est le cœur battant de la philosophie elfique incrustée dans la pierre. Durant ces premiers siècles, la relation entre les fondateurs et les elfes était empreinte d'une forme de respect mutuel, bien que teintée d'incompréhension. Helga Poufsouffle, en particulier, avait établi ce qu'on appelait alors le pacte du foyer. Contrairement à la légende populaire, Helga n'a pas amené les elfes aux cuisines pour les cacher. Les cuisines ont été construites autour du foyer elfique originel.
C'était le point d'ancrage. La chaleur qui irradie des cuisines de Poudlard et qui chauffe les dortoirs en hiver n'est pas seulement thermique, elle est magique. Les elfes alimentent le grand foyer, une flamme métaphysique qui circule dans les veines du château comme du sang. On trouve des traces de cette ancienne révérence dans l'architecture même, si l'on sait où regarder. Avez-vous déjà observé les bas-reliefs dans les coins les plus sombres des couloirs du sous-sol? La plupart sont érodés, mais certains montrent encore des scènes troublantes, des sorciers et des créatures de petite taille se tenant côte à côte, levant ensemble des linteaux de pierre. Pas l'un au-dessus de l'autre, côte à côte. Mais alors, que s'est-il passé? Comment sommes-nous passés de ces gardiens des pierres, co-bâtisseurs de l'école, aux serviteurs invisibles que l'on ignore? Le temps est l'ennemi de la gratitude. À mesure que les fondateurs vieillissaient et finissaient par mourir ou quitter l'école, la connaissance du pacte s'est effritée. Les générations suivantes de directeurs et de professeurs, nés dans un monde où la suprématie des sorciers devenait la norme politique, ont commencé à voir la présence des elfes non plus comme une collaboration, mais comme une commodité. La magie des sorciers est arrogante, elle aime laisser une trace, une signature. La magie des elfes est humble, elle s'efface pour laisser briller l'objet de ses soins. C'est cette humilité qui a causé leur perte sociale. Puisqu'ils ne réclamaient pas de crédit pour les escaliers qui tenaient bon, pour les feux qui ne s'éteignaient jamais, ou pour les toits qui ne fuyaient pas malgré les tempêtes écossaises, les sorciers ont supposé que c'était leur magie qui opérait. Ils ont pris l'entretien invisible pour un acquis. Il y a cependant un aspect de leur rôle durant ces premiers siècles qui reste crucial et totalement méconnu, la protection contre l'extérieur. Poudlard est entouré de protections, d'anciens sortilèges repousse moldus et de barrières anti-intrusion. Nous apprenons en cours d'histoire de la magie que ces barrières sont l'œuvre des 4 fondateurs. C'est vrai pour les grandes lignes de force, mais une barrière magique, tout comme un mur physique, subit l'érosion. La magie sauvage de la forêt interdite et corrosive. Les créatures obscures qui érodent testent constamment les limites du domaine, qui réparent les brèches. Imaginez un elfe, il y a 900 ans, sentant une fissure dans le voile protecteur à l'orée de la forêt. Un spectre ou une créature des ténèbres tente de s'infiltrer. L'elfe ne va pas réveiller le directeur. Il ne va pas sonner l'alarme. Il se rend sur place. Il utilise sa propre magie, cette magie de liaison, pour recoudre le tissu de la protection. Parfois, la créature est trop forte. Parfois, l'elfe doit utiliser son propre corps comme catalyseur pour refermer la brèche. Il existe des légendes elfiques parlant du premier gardien tombé, un elfe nommé Wakaven, qui se serait littéralement pétrifié pour combler une faille dans les murs des donjons lors d'une attaque de géants, bien avant que l'histoire écrite de Poudlard ne commence. On dit qu'il y a, quelque part dans les fondations des cachots de Serpentard, une pierre qui a vaguement la forme d'un elfe recroquevillé. Les élèves de Serpentard passent devant tous les jours sans la voir, mais les elfes de maison, eux, s'arrêtent parfois pour toucher cette pierre. C'est un lieu de pèlerinage secret. C'est là le véritable héritage de l'ancien Poudlard. Un château dont la grandeur repose sur une fondation de dévouement silencieux. Les elfes n'ont pas simplement construit les murs, ils se sont versés dans les murs. Alors que nous avançons dans cette exploration, gardez ceci à l'esprit, la magie de Poudlard n'est pas gratuite. Elle a un coût, et depuis 1000 ans, ce sont les elfes qui paient la facture. Ils ont accepté ce rôle non pas par soumission servile, du moins pas au début, mais par amour pour la création. Poudlard est leur chef-d'œuvre autant que celui des fondateurs. Peut-être même plus, car ils sont les seuls à ne jamais l'avoir abandonné. Mais l'histoire devient plus sombre. Car si le temps des bâtisseurs fut une époque de symbiose, l'époque qui suivit fut celle du sacrifice. À mesure que les menaces contre le monde des sorciers grandissaient, Poudlard devenait une forteresse. Et une forteresse a besoin de soldats. Des soldats que l'on peut sacrifier sans que personne ne pleure leur perte. Dans le prochain chapitre, nous descendrons dans les profondeurs de l'histoire, vers les périodes de guerre et de ténèbres, pour découvrir comment la loyauté des elfes fut transformée en arme, et comment leur silence devint leur linceul. Préparez-vous, car les échos de l'ancien château vont bientôt laisser place aux cris des héros oubliés. Chapitre 3. Sacrifice silencieux. Héros méconnu, le courage est une vertu que les sorciers aiment célébrer bruyamment. Nous décernons des ordres de Merlin, nous organisons des banquets,
nous attribuons des points aux maisons pour des actes de bravoure éclatants. Un élève affronte un troll dans les toilettes. 5 points pour Gryffondor. Un sorcier repousse un détraqueur. On lui offre un poste au ministère. Notre conception de l'héroïsme est intrinsèquement liée à la visibilité. Pour être un héros, il faut être vu. Il faut que l'acte soit spectaculaire, qu'il y ait des étincelles et du bruit. Mais que se passe-t-il lorsque l'héroïsme ne fait aucun bruit? Que se passe-t-il lorsque l'acte de bravoure consiste précisément à faire en sorte que personne ne remarque le danger? Bienvenue dans le monde des sacrifices silencieux. Dans ce chapitre, nous allons quitter la théorie et l'architecture pour entrer dans le vif du sujet. Nous allons parler de sang, de magie brute et de vie donnée pour que Poudlard reste ce sanctuaire intouchable que nous pensons connaître. Il faut d'abord comprendre une particularité physiologique et magique des elfes de maison que très peu de sorciers daignent étudier, leur hypersensibilité aux fluctuations des ténèbres. Là où un sorcier a besoin d'un détecteur de noirceur ou d'un miroir à la nuit pour percevoir une menace subtile, un elfe la sent. Ils ressentent la magie noire comme une odeur nauséabonde, une vibration discordante dans l'air, une brûlure sur la peau. Cette sensibilité fait de la première ligne de défense du château, bien avant les sortilèges de protection érigés par les professeurs. Laissez-moi vous raconter l'histoire de l'incendie de la Saint-Sylvestre en 1666. Pas le grand incendie de Londres, non, mais celui qui faillit réduire Poudlard en cendres la même année. Les archives officielles de l'école mentionnent un incident mineur dans l'aile ouest, rapidement maîtrisé par le professeur de métamorphose. C'est un mensonge par omission. Ce soir-là, un élève de 7e année, fasciné par les arts obscurs et cherchant à reproduire le feu démon, perdit le contrôle de son invocation dans une salle de classe abandonnée. Le feu maudit, cette flamme vivante qui consume tout sur son passage, commença à dévorer les tapisseries et la pierre elle-même. Le professeur mentionné dans les archives arriva bien trop tard. Ce sont les elfes qui arrivèrent les premiers. Imaginez la scène. Une douzaine de petites créatures face à une chimère de feu rugissante, capable d'avaler une tour entière. Les elfes ne possédaient pas de baguette pour lancer un agamanti massif. Ils ont fait quelque chose de bien plus terrifiant et de bien plus noble. Ils ont formé un cercle. Ils ont utilisé leur magie de liaison, celle-là même qui sert à tenir les pierres ensemble pour créer une bulle de confinement. Mais le feu démon doit consommer quelque chose. S'il ne peut pas brûler le château, il brûle ce qui le contient. Pour maintenir la barrière le temps que les sorciers se réveillent et interviennent, les elfes ont offert leur propre essence vitale au feu. Ils ont agi comme des fusibles vivants. 3 d'entre eux, dont les noms sont perdus, appelons-les par respect pour leur espèce, les gardiens du feu, ont été littéralement consumés de l'intérieur par l'effort magique, transformés en statues de cendres grises qui se sont effritées dès que le professeur a finalement éteint les flammes restantes. Le lendemain, les élèves ont repris des cours. Ils ont peut-être remarqué une odeur de brûlé ou une salle condamnée pour rénovation. Personne n'a su que 3 vies avaient été échangés contre leur sommeil paisible. Le directeur de l'époque a-t-il érigé une stèle? Non. Il a probablement félicité le professeur et demandé aux elfes restants de nettoyer la suie avant le petit déjeuner. C'est là le cœur de la tragédie. L'elfe ne cherche pas la gloire. Sa nature le pousse à protéger son foyer. Pour un elfe de Poudlard, mourir pour le château n'est pas une fin tragique, c'est l'accomplissement ultime de son devoir. C'est une notion qui nous est étrangère, à nous humains, qui chérissons l'individualité. Eux chérissent la pérennité du lieu. Parlons maintenant d'un danger plus insidieux, les épidémies magiques. Poudlard est un lieu clos où vivent des centaines d'adolescents magiquement instables. C'est un terrain fertile pour les malédictions contagieuses. En 1876, une épidémie de varicelle du dragon particulièrement virulente menaça l'école. L'infirmière de l'époque fut débordée. Mais ce que l'on ignore, c'est que la souche qui avait pénétré le château était une variante mutée, résistant aux potions classiques. Dans les cuisines, un elfe nommé Barmy, un vieil elfe dont la peau ressemblait à du parchemin froissé, comprit que la nourriture était le vecteur. La magie de la maladie s'attaquait aux provisions. Un sorcier aurait jeté la nourriture et en aurait commandé d'autres, risquant la famine ou la panique. Barmy a fait autre chose. Il a utilisé une ancienne magie elfique de purification.
Il a passé 3 jours et 3 nuits sans dormir, touchant chaque pomme, chaque miche de pain, chaque barrique de jus de citrouille, aspirant la maladie de la nourriture vers son propre corps. Il agissait comme un filtre vivant. À chaque aliment purifié, il devenait plus faible, sa peau se teintant du vert maladif de la vérole. Quand l'épidémie s'arrêta soudainement parmi les élèves, l'infirmière fut saluée pour ses soins attentifs. Personne ne descendit aux cuisines pour trouver le petit corps inerte de Barney, recroquevillé derrière un sac de farine, mort d'avoir absorbé la maladie de 1000 étudiants. Ses compagnons l'ont enterré en silence. La vie a continué. Le banquet du soir fut servi à l'heure. Ces histoires ne sont pas des exceptions. Elles sont la norme. Il y a aussi les héros du quotidien, ceux dont le sacrifice n'est pas la mort subite, mais l'usure lente. Avez-vous déjà réfléchi à ce qu'il advient de la pollution magique? Des centaines de jeunes sorciers ratent leur sortilège chaque jour. Des potions explosent, des maléfices ricochent, des émotions adolescentes chargées de magie brute saturent l'air. Si cette énergie résiduelle n'était pas traitée, Poudlard deviendrait invivable en quelques années. L'air serait toxique, chargé d'électricité statique magique rendant fous les esprits les plus faibles. Qui nettoie cette crasse métaphysique? Les elfes, chaque nuit, quand ils nettoient la salle commune de Gryffondor après une fête, ou les cachots après un cours de potions désastreux, ils ne font pas que passer le balai. Ils aspirent la magie chaotique. Ils la neutralisent. Cela les vieillit prématurément. Un elfe de maison libre, vivant dans la nature, pourrait vivre 200 ans. Un elfe de Poudlard dépasse rarement les 70 ans. Ils nous donnent littéralement leur année de vie pour que nous puissions apprendre la magie dans un environnement sain. Ils sont les reins du château, filtrant les toxines de notre apprentissage. Poussons l'exercice de la révélation plus loin. Imaginons les scénarios de crise majeure. Nous savons que Poudlard a été la cible de mages noirs bien avant Voldemort. Au cours du Moyen-Âge, des clans de sorciers rivaux ou des créatures comme les géants ont tenté de prendre le château. Les sorciers se battaient sur les remparts, baguettes levées. Mais que se passait-il en bas? Lors du siège des Gobelins de 1612, une révolte locale peu documentée, les Gobelins, maîtres des tunnels, tentèrent de saper les fondations pour faire effondrer la grande salle. Les sorciers étaient occupés à défendre les portes. Sous terre, dans l'obscurité totale des fondations, une guerre brutale et silencieuse a eu lieu. Les elfes de maison, armés de leurs seuls ustensiles de cuisine enchantés et de leur magie de terre, ont affronté les sapeurs gobelins. C'était un combat au corps à corps, violent, désespéré. Les elfes défendaient la mère Pierre, le cœur géologique de l'école. Ils ont utilisé leur capacité à se fondre dans la roche pour surprendre les envahisseurs, provoquant des éboulements ciblés, sacrifiant des galeries entières, et eux-mêmes avec, pour bloquer l'avancée ennemie. Quand le siège fut levé, le directeur de l'époque déclara que les anciennes protections des fondateurs avaient tenu bon face aux tentatives de sape. Quelle insulte à la mémoire de ceux qui se sont battus dans la boue et le sang, loin de la lumière du soleil. Les fondations n'ont pas tenu par magie abstraite. Elles ont tenu parce qu'une armée de l'ombre a formé un mur de corps et de volonté. Pourquoi ce silence? Pourquoi, même après la mort, leur héroïsme reste-t-il caché? C'est en partie dû à la nature de leur magie, comme nous l'avons dit, mais c'est aussi, et c'est plus douloureux à admettre, à cause de notre regard. Si nous admettions que les elfes sont capables d'un tel héroïsme, d'une telle stratégie, d'une telle noblesse d'âme, nous ne pourrions plus justifier leur servitude. Comment peut-on demander à un héros de guerre de repasser nos chaussettes? Comment peut-on ordonner à celui qui a sauvé notre vie de se punir pour avoir brûlé un toast? Reconnaître l'héroïsme des elfes briserait l'ordre social du monde des sorciers. Alors, nous préférons l'histoire confortable, celle où les sorciers sont les seuls protecteurs, les seuls acteurs de l'histoire. Mais les murs de Poudlard, eux, se souviennent. La magie laisse des traces. Si vous savez écouter, comme je vous l'ai demandé au début, vous sentirez ces échos. Dans la chaleur inhabituelle d'un couloir en hiver, c'est le souvenir d'un elfe qui a maintenu un feu magique jusqu'à l'épuisement. Dans la solidité d'une tour qui aurait dû tomber, c'est la force d'une chaîne d'elfes refusant de lâcher prise. Ils sont les gardiens invisibles, les martyrs sans tombe. Et tant que Poudlard tiendra debout, leur sacrifice continuera, nuit après nuit, dans un silence assourdissant. Maintenant que nous avons vu l'ampleur de leur sacrifice physique,
Il est temps d'aborder un aspect encore plus complexe et déchirant, leur psychologie. Comment vit-on en sachant que l'on est le sauveur d'un monde qui vous méprise? Comment la loyauté peut-elle survivre à tant d'ingratitude? Dans le prochain chapitre, nous explorerons l'âme de l'elfe, ce tissage complexe de devoirs, d'amour et de tragédie qui définit leur existence même. Chapitre 4. L'âme enchaînée. Psychologie d'une dévotion. Nous avons exploré les fondations physiques de Poudlard, ces pierres maintenues ensemble par la magie elfique. Nous avons honoré les corps brisés dans l'ombre pour protéger le château des flammes et des fléaux. Mais il existe une architecture bien plus complexe et infiniment plus fragile que celle des murs et des tours. C'est l'architecture de l'esprit elfique. Comment survit ton ami en de servitude sans se révolter? Comment une race entière, dotée d'une puissance magique considérable, peut-elle accepter de n'être rien d'autre que l'ombre d'une autre espèce? Pour nous, sorciers, la réponse est simple et cruelle. Ils sont faits pour ça. C'est ce que Ron Weasley dirait, c'est ce que la plupart des sorciers pensent. Ils aiment servir. C'est dans leur nature. Mais dire que c'est dans leur nature est une paresse intellectuelle. C'est refuser de regarder la complexité vertigineuse de leur psychaccent aigu. Entrez avec moi dans l'esprit d'un elfe de maison. Oubliez vos concepts humains de liberté, d'indépendance, de salaire et de congé. Ces notions n'ont aucun sens ici. Pour un elfe, l'univers n'est pas structuré par le droit, mais par le lien. Le lien n'est pas seulement une chaîne magique imposée par un sorcier. C'est une connexion existentielle. Imaginez que votre propre sens de l'identité, votre propre valeur, voire votre propre capacité à ressentir la joie, soit entièrement dépendant du bien-être d'un autre. L'elfe ne sert pas Poudlard parce qu'il a peur d'être puni, bien que la punition soit une réalité brutale. Il sert Poudlard parce que Poudlard est son ancre dans la réalité. Sans le château, sans les maîtres, l'elfe se sent à la dérive, une âme sans but flottant dans un néant terrifiant. C'est là que réside la tragédie fondamentale de leur existence. Leur amour est immense, absolu, inconditionnel, mais c'est un amour qui les enchaîne. Nous devons parler de la solitude de l'elfe, pas la solitude physique, car ils vivent en communauté dans les cuisines, mais la solitude émotionnelle face aux sorciers. Ils vivent parmi nous, ils connaissent nos secrets les plus intimes, ils voient nos faiblesses, nos larmes, nos crimes parfois. Et pourtant, ils doivent rester des spectateurs muets. Il y a une histoire, rarement chuchotée, celle de l'elfe au chagrin. Au milieu du Xe siècle, une elfe nommée Tal servait à l'infirmerie. Sa tâche officielle était de changer les draps et de vider les bassines. Mais Tal avait développé une obsession silencieuse pour les élèves en détresse. La nuit, lorsque les sanglots étouffés résonnaient dans les dortoirs, Tal était là, invisible. Elle ne pouvait pas se montrer, car un elfe ne doit pas déranger un maître et encore moins un élève. Alors, elle utilisait sa magie pour de minuscules actes de confort indétectables. Elle réchauffait un oreiller froid. Elle faisait apparaître un mouchoir propre sous une main tâtonnante. Elle chassait les cauchemars d'un élève fiévreux en absorbant ses terreurs nocturnes. Elle était une mère de l'ombre pour des milliers d'enfants qui ne connaissaient même pas son nom. Mais qui consolait Tal? Qui absorbait ses cauchemars à elle? Personne. Elle portait le poids de la tristesse de l'école comme un manteau de plomb jusqu'à ce que son petit cœur lâche, usé par une compassion sans retour. C'est cela, la psychologie de l'elfe. Donner tout, ne rien recevoir et trouver dans ce déséquilibre une forme perverse de satisfaction car le devoir a été accompli. Cette notion de devoir est ce qui rend leur libération si complexe et si souvent tragique. Rappelez-vous de Winky, l'elfe de Barty Croupton. Sa libération n'a pas été une fête, ce fut une exécution sociale. Pour un humain, recevoir des vêtements signifie l'autonomie. Pour un elfe traditionnel, cela signifie « tu as échoué ». Tu es inutile. Tu es coupé du lien. C'est une amputation de l'âme. L'elfe libéré ne ressent pas l'ivresse de la liberté, il ressent le froid du vide. Il devient un fantôme vivant. C'est pourquoi la croisade d'Hermione Granger, le bien que moralement louable de notre point de vue, était perçue comme une agression culturelle par les elfes eux-mêmes. Elle essayait de leur donner quelque chose qu'ils ne pouvaient pas concevoir sans horreur, car elle n'avait pas compris que leur système de valeurs est inversé par rapport au nôtre. Mais ne vous y trompez pas, cette soumission n'est pas de la faiblesse. C'est une force terrifiante qui a été retournée contre eux.
Il n'y a pas d'exemple plus poignant de la weaponization, la transformation en arme, de la loyauté elfique que l'histoire de Critterer. Nous le voyons souvent comme une créature désagréable, raciste, un produit toxique de la Maison Black. Mais regardez ce que sa loyauté lui a fait subir. Regulus Black, un maître qu'il adorait, l'a emmené dans une caverne pour tester les défenses d'un Horcrux de Voldemort. Il a ordonné à Critterer de boire une potion de désespoir liquide, une torture mentale et physique absolue. Et Critterer a bu. Il a bu jusqu'à la dernière goutte, non pas parce qu'il y était forcé par un sortilège de l'Imprium, mais parce qu'il avait reçu un ordre. Son amour et sa loyauté envers Regulus l'ont poussé à s'infliger une souffrance inimaginable. Et le pire, il est revenu. Il a survécu aux inféries, il a traversé l'enfer pour rentrer à la maison, parce que son maître l'avait appelé. C'est une résilience qui dépasse l'entendement humain. Mais c'est une résilience née d'un abus systémique. La psychologie de l'elfe est construite pour supporter l'insupportable, tant que cela sert le maître. À Poudlard, cette dynamique est diluée, mais elle est présente partout. Les elfes se punissent eux-mêmes. Avez-vous déjà réfléchi à la violence de cet acte ? Se repasser les mains, se coincer les doigts dans la porte du four, se frapper la tête contre le mur. Ce n'est pas du masochisme, c'est un mécanisme de régulation. Dans l'esprit de l'elfe, l'ordre du monde repose sur sa perfection dans le service. S'il fait une erreur, s'il brûle un plat ou entend une conversation qu'il ne devrait pas entendre, l'ordre cosmique est brisé. Il y a une dette, et cette dette doit être payée immédiatement par la douleur. La punition n'est pas une peur, c'est un besoin. C'est le seul moyen pour l'elfe de restaurer son équilibre intérieur, de se purifier de son échec. C'est une culture de la culpabilité perpétuelle, entretenue par des siècles de domination sorcière. Et pourtant, au milieu de cette psychologie brisée, il y a des éclats de lumière, des actes de rébellion subtils qui prouvent que l'esprit elfique n'est pas totalement asservi. Revenons à Dobby. Il est l'anomalie, la mutation génétique de l'âme elfique. Mais Dobby n'est pas apparu de nulle part. Il est le produit d'une évolution silencieuse. À Poudlard, les elfes, bien que fidèles, ont développé une forme de conscience collective. Ils parlent, ils jugent. Il existe une forme de justice silencieuse dans les cuisines de Poudlard. Les elfes savent quels professeurs sont cruels, quels élèves sont ingrats. Ils ne peuvent pas refuser de servir, le lien l'interdit. Mais ils ont une marge de manœuvre. La loi du moindre effort magique. Si un directeur tyrannique, comme Fénix Nigelu Black en son temps, exigeait un banquet somptueux, il l'obtenait. Mais la nourriture, bien que parfaite en apparence, manquait de cette saveur d'âme que les elfes insufflent habituellement. Elle nourrissait le corps, mais ne réchauffait pas le cœur. À l'inverse, pour un albus d'Imbledore qui les traitait avec courtoisie, les elfes tissaient de la joie pure dans ces desserts au citron. C'est là leur seule liberté, la liberté d'aimer ou de ne pas aimer ce qu'ils font, même s'ils sont obligés de le faire. C'est une résistance émotionnelle. Ils ne peuvent pas choisir leur chaîne, mais ils peuvent choisir avec quel enthousiasme ils les portent. Cette complexité psychologique atteint son paroxysme dans leur relation avec Poudlard lui-même. Ils considèrent le château comme une entité vivante, supérieure aux sorciers qui l'habitent. Les directeurs passent, les élèves grandissent et partent. Poudlard reste. Et les elfes restent. Ils sont les gardiens de la mémoire. Un elfe n'oublie jamais. Ils se souviennent de chaque trahison, de chaque victoire, de chaque secret murmuré dans les couloirs. Ils sont les archives vivantes de l'école. Mais c'est une mémoire douloureuse. Imaginez porter le souvenir de 1000 ans de bêtises humaines, de guerres fratricides, de discrimination, tout en continuant à nettoyer les dégâts avec le sourire. C'est une forme de sainteté perverse. Ils absorbent nos péchés. Il faut aussi aborder la peur. Pas leur peur de nous, mais notre peur d'eux. Pourquoi les sorciers ont-ils maintenu ce système si rigide ? Pourquoi interdire la pagaie aux elfes ? Parce que, au fond de nous, nous savons que leur magie est différente, plus directe, sans les barrières du langage. Dobby a envoyé Lucius Malfoy voler à travers un couloir d'un simple claquement de doigts. Si cette psychologie de la dévotion venait à se briser, si le lien était rompu non pas pour un elfe, mais pour tout ce monde des sorciers s'effondrerait en une nuit. Nous ne les gardons pas en esclavage seulement pour notre confort, mais pour notre sécurité.
Nous avons construit une société sur le dos de créatures qui pourraient nous anéantir si elles cessaient de nous aimer. C'est la conclusion la plus effrayante de ce voyage dans leur esprit. Leur servitude est le seul rempart contre leur puissance. Et nous avons passé des siècles à nous assurer qu'ils croient, au plus profond de leur être, que servir est leur seul but pour qu'ils ne réalisent jamais qu'ils sont, en réalité, les maîtres de la magie du foyer. Alors, la prochaine fois que vous verrez un elfe s'incliner, ne voyez pas seulement la soumission. Voyez le conflit titanesque qui se joue derrière ses grands yeux. Voyez l'amour qui lutte contre la douleur, voyez l'honneur qui se bat contre l'humiliation. Voyez une âme complexe, profonde, torturée, qui a choisi, contre toute raison, de nous protéger de nous-mêmes. Mais même l'amour le plus inconditionnel a ses limites. Et comme nous allons le voir dans le dernier chapitre de notre histoire, il arrive un moment où les gardiens de l'ombre doivent sortir dans la lumière. Il arrive un moment où la guerre ne permet plus de rester invisible. Nous approchons de la fin de notre récit, vers l'heure la plus sombre de Poudlard, la bataille finale. C'est là que toutes les pièces du puzzle, la construction antique, les sacrifices cachés, la psychologie de la loyauté, vont converger pour un dernier acte de bravoure qui a changé le cours de l'histoire et que pourtant, personne n'a chanté. Préparez-vous à découvrir la véritable armée de Poudlard. Chapitre 5. Le soulèvement des ombres. La dernière charge, nous sommes arrivés au bout du chemin. Nous avons traversé les siècles, des premières pierres posées par des mains invisibles aux épidémies absorbées dans le silence des sous-sols. Nous avons disséqué la psychologie d'une race asservie par son propre amour. Mais toute histoire a son point culminant, son crépuscule des dieux. Pour Poudlard, ce fut la nuit du 2 mai 1998, la bataille de Poudlard. L'histoire officielle, celle que vous avez lue dans les journaux et les biographies de Harry Potter, raconte un affrontement titanesque entre le bien et le mal, entre l'armée de Dumbledore et les Mange-Morts, entre l'élu et le Seigneur des Ténèbres. C'est une histoire de baguettes, d'éclairs verts et rouges, de duels héroïques sur les remparts. Mais si vous avez bien écouté tout ce que je vous ai dit jusqu'ici, vous savez qu'il manque une pièce maîtresse au tableau. Vous savez qu'une bataille pour la survie du château ne pouvait pas se jouer sans ses gardiens. Cette nuit-là, alors que le ciel se déchirait sous les assauts des géants et que les protections millénaires volaient en éclats, une autre scène se jouait sous vos pieds. Imaginez les cuisines de Poudlard à cet instant précis. Le plafond tremble. La poussière tombe dans les plats préparés pour un petit déjeuner qui ne sera peut-être jamais servi. Au-dessus, c'est le chaos. Des centaines d'elfes de maison sont là, pétrifiés par l'incertitude. Leurs ordres habituels, nettoyer, cuisiner, rester invisibles, sont devenus obsolètes face à l'apocalypse. Selon la doctrine sorcière, un elfe de maison ne se bat pas. Il se cache. Il protège l'argenterie. Ou pire, si son maître est un mange-mort, il est de l'envahisseur. Mais Poudlard est une maison divisée, et les elfes sont le reflet de cette division. Ils servent l'école, mais l'école est attaquée par ceux qui prétendent la purifier. C'est ici que l'histoire bascule. C'est ici que la psychologie de l'elfe, cette dévotion aveugle que nous avons analysée, subit sa métamorphose finale. Et le catalyseur de cette transformation n'est pas Dobby, le rebelle, c'est Critore. Critore, le vieux serviteur aigri de la maison Black, le symbole vivant de la collaboration avec les ténèbres, l'elfe qui a trahi Sirius. C'est lui qui monte sur une table, brandissant non pas une baguette, mais un hachoir de boucher et un médaillon, le faux médaillon de Regulus Black. Dans ce moment suspendu, Critore ne se bat pas pour sa liberté. Il ne se bat pas pour la démocratie sorcière. Il se bat pour l'honneur de son défunt maître, Regulus, qui a défié Voldemort. Il se bat pour Harry Potter, qui lui a montré une once de respect. Mais surtout, il se bat pour le château. Son cri de guerre, battez-vous. Battez-vous pour mon maître, le défenseur des elfes de maison, au nom du courageux Regulus Black, n'est pas seulement un ordre. C'est une libération. Pour la première fois de l'histoire, la loyauté envers le maître et la défense de soi ne sont plus en conflit. Elles sont alignées. Et la porte des cuisines s'ouvre. Ce qui suit est rarement décrit dans les livres d'histoire, car c'est une vision qui met mal à l'aise la fierté des sorciers. Nous aimons imaginer que nous avons gagné la guerre grâce à notre maîtrise supérieure de la magie. La vérité est plus sanglante. Les mange-morts qui avaient envahi le Graal d'entrée s'attendaient à des sortilèges. Ils surveillaient les escaliers, les balcons,
Ils ne regardaient pas par terre. Ils ne regardaient pas à hauteur de genoux. La charge des elfes de maison fut une vague de fureur pure. Ils n'avaient pas de baguettes, mais ils avaient des couteaux à découper, des broches à rôtir, des casseroles en cuivre lourd. Et ils avaient leur magie. Cette magie brute, sans incantation, qui leur permet de projeter un adversaire à travers une pièce d'un claquement de doigts. Imaginez la terreur d'un sorcier noir, arrogant, persuadé de sa supériorité raciale, soudainement submergé par une nuée de créatures qu'il a passé sa vie à ignorer. Les elfes ne se battaient pas en duel. Ils fauchaient les chevilles. Ils grappaient sur les dos. Ils utilisaient leur petite taille et leur rapidité surnaturelle pour semer le chaos dans les rangs ennemis. C'était une guerre de guérilla au cœur de la grande salle. Il y a des témoignages épars, souvent oubliés, d'élèves sauvés cette nuit-là par une intervention invisible. Un sortilège de la mort qui manque sa cible parce qu'un elfe a tiré sur la robe du mange-mort au dernier moment. Un élève de souffle acculé, sauvé par une marmite bouillante tombée par hasard sur son agresseur. Nous appelons cela de la chance. C'était de l'intervention tactique. Les elfes utilisaient aussi leur capacité à transplaner à l'intérieur de l'enceinte. Alors que les sorciers étaient cloués au sol par les protections anti-transplanage qui ne bloquent que la magie sorcière, les elfes apparaissaient et disparaissaient à volonté. Ils évacuaient les blessés. Ils apportaient des potions. Ils étaient partout et nulle part à la fois. Mais n'oublions pas le prix. Les elfes ne sont pas des guerriers. Ils n'ont pas d'armure. Leurs corps sont fragiles. Quand la poussière est retombée, quand le soleil s'est levé sur un Poudlard en ruine et que Voldemort est tombé, le monde des sorciers a compté ses morts. Fred Weasley, Remus Lupin, Nymphadora Tonks, Colin Creevy, nous connaissons ces noms. Nous pleurons ces visages. Mais qui a compté les elfes? Quand Harry Potter a été acclamé, les elfes sont retournés aux cuisines. Pas pour se reposer, pas pour célébrer, mais pour nettoyer. C'est l'image la plus déchirante de toute cette histoire. Alors que la grande salle servait d'infirmerie et de morgue, alors que les familles se retrouvaient, les elfes de maison ramassaient les débris. Ils lavaient le sang sur les dalles de pierre. Ils préparaient des sandwichs pour les survivants affamés. Ils servaient ceux-là même qui, quelques heures plus tôt, ignoraient leur participation à la bataille. Il n'y a pas de statue pour Critre à l'entrée de Poudlard. Il n'y a pas de plaque commémorative listant les noms des elfes tombés pour défendre une école qui ne les a jamais admis comme élèves. Leur victoire fut totale, mais leur retour à l'invisibilité fut immédiat. Pourquoi? Parce que, pour un elfe, la bataille n'était qu'une extension extrême de son travail domestique. Chasser la saleté, chasser les mange-morts, réparer le château. C'est la même mission. Le nettoyage d'après-bataille n'était pas une corvée humiliante pour eux, c'était un acte de guérison. En effaçant les traces de la guerre, ils aidaient Poudlard à redevenir Poudlard. Ils pansaient les plaies de leur ami de pierre. Pourtant, quelque chose a changé cette nuit-là. Le lien a subtilement muté. Les élèves qui ont combattu aux côtés des elfes, qui ont vu ces petites silhouettes se jeter sur des loups-garous pour protéger les écoliers, ne pouvaient plus les regarder de la même façon. Une graine a été plantée. La prise de conscience que les gardiens des pierres n'étaient pas des meubles, mais des alliés. Mais la mémoire est courte, et les vieilles habitudes ont la vie dure. Aujourd'hui, des décennies plus tard, Poudlard fonctionne de nouveau comme avant. Les banquets apparaissent sur les tables. Les lits sont faits. Les feux crépitent. Et les elfes sont toujours dans l'ombre. C'est pourquoi ce livre existe. C'est pourquoi je vous parle. Nous ne pouvons pas changer le passé. Nous ne pouvons pas forcer les sorciers du siècle à signer des contrats de travail, ni effacer les siècles de servitude. Mais nous pouvons changer notre regard. La prochaine fois que vous visiterez Poudlard ou que vous penserez à ce château magnifique, ne pensez pas seulement à la magie des sorciers. Rappelez-vous d'Oacaven, pétrifié dans les fondations pour boucher une brèche. Rappelez-vous des gardiens du feu, consumés pour contenir le feu démon. Rappelez-vous de Barney, mort d'avoir absorbé la maladie des élèves. Rappelez-vous de Tali, morte de chagrin pour les larmes des autres. Et rappelez-vous de la charge de Critre et de son armée de couteliers. Poudlard n'est pas seulement une école de magie, c'est un monument à la collaboration la plus inégale et la plus magnifique de l'histoire.
C'est un château qui tient debout parce qu'il est soutenu par des milliers de petites mains qui ne demandent rien en retour, pas même un merci. Les véritables héros ne portent pas toujours des capes. Parfois, ils portent des têtes d'oreiller. Parfois, ils n'ont pas de nez, mais de grandes oreilles de chauve-souris. Et parfois, leur plus grand pouvoir n'est pas de lancer des éclairs, mais d'aimer si fort que même la pierre se met à vivre. Ils sont les gardiens oubliés de Poudlard. Et maintenant que vous connaissez leur histoire, vous devenez, vous aussi, gardiens de leur mémoire. Ne les laissez plus jamais retourner dans l'ombre de l'oubli. Le silence est rompu. L'histoire est dite. À vous, maintenant, de regarder le monde magique avec les yeux ouverts.